C'est là que se sont créées les jeunesses libertaires et les groupes de la faille. Quand on m'a amené à l'Athénée libertaire de Klotz, ça a été un véritable éblouissement, car j'ai vu là des personnes qui pensaient comme moi. Tout le syndicat s'est transformé en centre d'éducation. Tout le syndicat était un Athénée. On faisait la révolution en Espagne, dans le monde, sur la terre, sur la lune. Ce n'étaient pas des endroits pour jouer aux cartes, pour boire, mais pour lire, parler, discuter, débattre, écrire. On y donnait aussi des représentations théâtrales, des spectacles de poésie, beaucoup, qui tombaient toujours dans le social, dans la dénonciation. Toutes les publications anarchistes d'Espagne ont eu un grand succès. En parlant strictement, on arrive à plus de 70 publications anarchistes. Dès que 3 anarchistes se retrouvaient, ils faisaient un journal, que ce soit El Cantero, que ce soit Voz de la Tierra. Alors on a ouvert les stands sur les Ramblas, ce qui n'avait pas été fait. Ce fut un grand succès, un enthousiasme. On n'avait pas assez de mains pour tout vendre. L'avortement légal, les 12 preuves de l'inexistence de Dieu, dynamite cérébrale. On criait les titres et les gens achetaient, parce qu'on ne nous avait jamais laissé faire ça jusqu'alors. Je devais avoir 10 ans, tout Barcelone criait Terre et Liberté. Terre et Liberté, organe de la Fédération anarchiste ibérique. Ça a été un noyau de réunion formidable, surtout autour de la presse. Les gens exprimaient leurs idées. Terre et Liberté a été un centre de liaison. On était en train de faire une extraordinaire révolution mentale. Terre et Liberté est passé de 4000 exemplaires lorsque mon père l'a repris à 20 000 en 1934 et 35. Le roman idéal créé par la famille Urales, les parents de Federica Montseny, prétend diffuser les idées et l'éthique de l'anarchisme par le biais d'une écriture facile. Le roman idéal faisait un gros travail auprès de la jeunesse. Il y avait des sujets très intéressants et religieux aussi. Parce que la religion, à l'époque, en Espagne, tenait et a toujours tenu une place prépondérante. Alors on cherchait des sujets dans ce sens, des sujets contre, pour combattre la religion. Fondée à Alcoy en 1923, Génération Consciente initie ses lecteurs à la sexualité et à la santé. Des années plus tard, sous le nom d'Études, elle atteindra un tirage de 70 000 exemplaires. Dans cette revue, il y avait souvent des articles qui parlaient de ces choses-là. Moi, ça me comblait. Tu pouvais même écrire et dire « je voudrais savoir ci ou ça ». Et il te répondait « il y a telle méthode ou telle autre ». Il répondait par l'intermédiaire de la revue Études. Et puis il y avait la Pentalia qui était plutôt pour les nudistes. Je ne sais pas ce qui se passe dans les grandes usines de la sidérurgie et de la métallurgie. Les gens s'adonnent à l'alcool, on transpire beaucoup et on boit de l'alcool. Par contre, il y en avait certains que l'on remarquait tout de suite. Ils ne fumaient pas, ils ne buvaient pas, ils lisaient, ils discutaient, ils s'informaient, et j'ai été les rejoindre. C'étaient des anarchistes et des naturistes, des nudistes, etc., passionnés de culture. Pour nous, l'amour libre, c'était tout simplement un couple d'accord pour vivre ensemble, par affinité. D'accord pour s'unir librement, sans signer de papier, sans faire de contrat. Et s'il y avait dissension, pour se séparer d'un commun accord, en restant bons amis, sans procès, sans rien. Il me semble que c'était une chose révolutionnaire, parce qu'accepter que la femme est un compagnon sans passer par l'Église, sans baptiser les enfants, à l'époque, la mentalité des femmes était très fermée. Aussitôt, c'était une moins que rien.
Les anarchistes veulent changer la société traditionnelle par un énorme travail culturel et idéologique. Ils créent à cette fin de nouvelles organisations chargées de propager l'idée parmi les jeunes. Les jeunesses libertaires voient le jour. Elles seront plus tard réunies en une fédération ibérique dont Fidel Miero sera le secrétaire général. La devise était culture et propagande. Faire que les gens adhèrent. On ne demandait à personne ses antécédents, ni ses idées. Tu veux faire partie des JLL? Entre. Le jour où tu en as assez, tu t'en vas. Quand les garçons m'ont amené au JJLL, je suis entrée dans le groupe Solivida. C'était un groupe d'excursion. Le reste de la semaine, nous vivions dans l'attente du samedi. Comme nous étions tous prolétaires, nous étions très avides de nous instruire. Nous nous arrêtions, quelqu'un lisait un livre, une phrase, et nous la commentions, tout en nous reposant. Et puis nous reprenions notre marche. C'était un travail permanent, peut-être incompris maintenant, mais c'était ce qui donnait un niveau culturel et un grand sens de l'existence à ces générations qui allaient accéder au monde du travail. Les meetings, l'action directe et la propagande aident à renforcer l'influence de la CNT. Dans des villes comme Barcelone, un ouvrier sur deux est membre de la centrale anarcho-syndicaliste. Je faisais beaucoup d'heures, jusqu'à 10, 12 ou 20, ce que le patron m'ordonnait. Un jour, je me suis présenté au secrétaire de la CNT et je lui ai demandé naïvement « Je peux faire partie de la CNT ?» Il me dit « Oui, bien sûr, tu es un travailleur. » Et autre chose dont je me suis toujours souvenu, il me dit d'être honnête et de respecter mon travail et que j'avais le droit de faire les 8 heures. J'étais secrétaire de la fédération locale et régionale, et ceux qui n'avaient pas peur rejoignaient l'organisation. Ils avaient une certaine confiance en nous, parce que nous étions ceux qui prenions, disons, leur défense. Les problèmes les plus durs des paysans et des villages, c'étaient les groupes anarchistes qui les réglaient. Nous étions partout, à la maison, à l'usine, au syndicat, dans la rue, sur les places. À Burriana, il y a eu un meeting pour le village. Federica Montseny y était, et moi aussi. J'ai parlé avant elle, et lorsque j'ai eu fini, elle me dit « Tu es important pour les paysans ». C'est ce qu'elle a dit. Je m'en rappelle encore. Le plus choquant, c'est que la place était pleine. Il parlait et personne n'applaudissait. Le silence. Les gens n'applaudissaient pas, mais ils réfléchissaient à ce qui se disait. Ils écoutaient. On entendait juste de temps à autre « Vive la CNT !» Et aussitôt un écho retentissait « Vive la CNT ! Vive le communisme libertaire !» Ça nous enflammait. Ça nous faisait sentir et vivre intensément ces moments, sans applaudir, sans cette rhétorique communiste qui déclenche applaudissement sur applaudissement. C'était plutôt une sorte de sérénité, de conscience. Il y avait des accords syndicaux qui faisaient que quand un ouvrier était renvoyé d'un travail, personne ne le remplaçait. Si un patron, dans une mine ou sur un lieu de travail, renvoyait quelqu'un parce qu'il pensait qu'il était révolutionnaire ou parce qu'il était en colère après lui, il n'y avait aucun ouvrier pour le remplacer. Tout est lié par l'esprit de solidarité. C'est ce qui existe de plus important dans notre organisation. Les voisins étaient une grande famille. À l'époque, il n'y avait pas d'assurance chômage, de sécurité sociale ni rien.
Quand quelqu'un tombait malade, un voisin qui avait quelques économies, la première chose qu'il faisait, c'était de les poser sur la table et il laissait ça là sans papier ni poignée de main. Quand tu retourneras travailler, quand tu pourras, tu me le rendras. Et quand le malade retravaillait, il le rendait sou par sou. C'était une question de principe, de morale. Il y avait la famille universelle. Et c'est vrai, à Casas Baratas, nous étions une famille. Il y avait un système de tours où ceux qui travaillaient prenaient les enfants de ceux qui ne travaillaient pas. De niño no me gustaban los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. Pour combattre l'analphabétisme et l'éducation catholique, les anarchistes créent par le biais des Athénées et des syndicats des écoles inspirées de l'école moderne de Ferrer Guardia. On y applique des méthodes pédagogiques comme celle de De Crolli ou celle de Pestalozzi. À l'école Natura de Clotte, on enseignait tout ce que l'on pouvait en sciences de toutes sortes. Et partout, il y avait toujours un plus à cet enseignement. Faire en sorte qu'un enfant l'assimile, non pas pour devenir un puits de connaissances, mais pour être capable de s'en servir. On faisait en sorte que l'enfant soit toujours lui-même, de faire une différence entre chaque enfant, entre tous les enfants. On faisait très attention à ça, car c'est l'élément principal, tant de l'anarchisme que des méthodes d'enseignement de l'anarchisme. Jamais dans notre école, dans l'école de Puig-Elias ou dans l'école Natura, je n'ai lu ni Bakounine, ni Kropotkin, mais des textes sur l'homme, Tolstoï, les poètes, Blasco Ibáñez, des gens plutôt modérés et libéraux. Ce n'était pas une éducation révolutionnaire. Elle était pacifiste, antimilitariste, humaniste et cultivée. C'est tout. L'école nouvelle part des principes de la pédagogie moderne où il n'y a pas le moindre atome d'idéologie. Mais par-dessus tout, et comme base de tout, se trouve l'idée de la liberté. L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Sinon, il n'y aura pas d'émancipation. Cela signifie qu'elle s'autofinance de différentes façons. Mais jamais l'école Natura ni le syndicat Fabril n'ont accepté de subventions de l'État ni de la municipalité. Mais la République déçoit les espoirs des classes les plus défavorisées du pays. Le gouvernement doit faire face à plusieurs soulèvements en Catalogne, au Levant et en Andalousie. En Andalousie, les paysans souffraient de la faim. Le féodalisme continuait d'y garder des milliers d'hectares sans les cultiver et maintenait les gens sans travail. C'est là qu'il y a eu Casas Fieras. C'était un mouvement monté par les anarchistes. C'était un mouvement anarchiste. Nous avons voulu déclarer le communisme libertaire. Ils ont assassiné les familles de Casas Fieras et ils ont brûlé les maisons. C'est un village de la province de Cadix. La CNT a provoqué un mouvement révolutionnaire avec lequel toutes les sections régionales n'étaient pas d'accord, surtout dans les Asturies. Nous n'étions pas très partisans. Il y avait une divergence entre deux concepts. L'un est la révolution permanente, à échéance fixe.
et l'autre, qui était la tendance plus modérée, qui voulait faire œuvre de culture, préparer le peuple et attendre le moment propice pour pouvoir tenter la révolution avec des chances de succès. En 1 an et demi de République, l'affrontement entre droite et gauche est à l'origine de 30 grèves générales, de 400 morts et de 9000 détenus. 157 journaux de gauche et 4 de droite sont suspendus, la réforme agraire et le développement des écoles publiques sont freinés. Après une tentative de coup d'État militaire, la droite remporte les élections. Gilles Robles est sorti vainqueur parce que 90% des gens ne sont pas allés voter. Nous voulions donner une leçon à la République parce qu'elle était plus avec eux qu'avec nous. Les gens portaient l'argent à l'étranger et ne voulaient pas travailler. Ils fermaient les usines. Les syndicats étaient perpétuellement interdits et les prisons pleines d'ouvriers, de prisonniers politiques, des hommes qui n'ont rien fait, qui ont juste des antécédents syndicaux. J'y étais 6 mois et je ne suis pas de ceux qui en ont fait le plus. Dans les Asturies, les travailleurs de la CNT et de l'UGT collectivisent les mines et les usines. Ramón Alvarez fait partie du comité révolutionnaire. L'idée générale était de contenir tout d'abord l'avance du fascisme en Europe. Et puis, on s'est mis d'accord sur un point fondamental, que la finalité d'octobre était l'implantation d'une société socialiste fédéraliste. Mais la révolution dans les Asturies n'est pas secondée par les forces de gauche du reste de l'Espagne. Les ouvriers asturiens résistent pendant 2 semaines à l'assaut des troupes envoyées par le gouvernement avec le général Franco à leur tête. La révolte est matée dans une action prémonitoire de la guerre qui approche. Février 1936, le Front populaire, la gauche, bat aux élections le Front national de droite. Le vote de la CNT a été décisif. En février, beaucoup ont décidé de voter. Moi, je ne l'ai pas fait, mais beaucoup ont voté parce que nous avions dans les 15 000 détenus dans les prisons d'Espagne. Les grèves, les occupations de terre et les affrontements entre la Guardia civile et ouvriers et paysans se succèdent. Tandis que la droite prépare le coup d'État, les organisations les plus radicales appellent à la révolution. En ce qui me concerne, le communisme libertaire est ma plus grande aspiration. En 1936, nous avons organisé le congrès de Saragosse. Après beaucoup de discussions, car nous aimons beaucoup discuter, nous sommes arrivés à un accord concret. La CNT défendrait le communisme libertaire. Un communisme qui va du bas vers le haut, et pas de haut en bas, réglé par des assemblées générales, avec révocation immédiate de toute charge si la majorité l'exige. Le fait que la base soit souveraine élimine les manœuvres politiciennes. Tout appartient à tous. Il faut partager équitablement. Donc, si tout appartient à tous, tout le monde se forme, car on a le temps de le faire. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Les phalangistes étaient déjà devenus assez forts. Ils s'attaquaient sans arrêt à nos camarades. Ça a fait que, de notre côté, nous avons commencé à instaurer une lutte plus directe, y compris en nous armant. Les villages se sont coupés en deux. Dans mon village de 1500 habitants, ceux de droite ne saluaient pas ceux de gauche. Pour la plupart des travailleurs, la chose est claire. Ils savent qui ils ont en face.
L'Église, mais aussi le capitalisme. Ce sont leurs ennemis séculaires. Le cardinal Segura s'est constamment battu